Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je vous l'avais déjà annoncé dans la vidéo de bienvenue, je vous avais donné un rendez-vous pour la série de vidéos sur la traite négrière orientale. Alors, ici, à ne pas confondre avec la traite occidentale. Donc, ici, il est question de traiter la traite négrière orientale ou bien transsaharienne. Donc, nous vous proposons cette démarche pour vous livrer plus de détails avec des témoignages. Parce que, comme on le dit souvent, l'histoire de la traite négrière n'a jamais été traitée sérieusement. Il n'a jamais été question de la traiter uniquement pour rétablir les faits, la vérité historique. À mon avis, si on avait raconté la vraie histoire de la traite négrière, alors nous ne serons pas là aujourd'hui à en parler. Mais parce que cette question n'est toujours pas traitée de manière très sérieuse, et alors ses conséquences restent toujours d'actualité. Et on a l'habitude de dire que ce qui s'est passé au cours de l'histoire explique toujours l'équilibrage qui existe aujourd'hui entre les différents peuples. Dans cette série, nous n'allons pas prendre les termes courants, c'est-à-dire l'expression commerce triangulaire, commerce oriental, entre autres, parce que, à mon avis, la traite négrière, c'était la guerre. Et tout ça, nous allons le découvrir dans cette série de vidéos. Ces termes laissent entendre qu'il y avait des accords entre les continents impliqués. Alors, en réalité, du côté africain, il n'y a jamais eu de consentement véritable. Les Africains ont souvent fait face à des pressions, à des menaces, à des razzias, à des raids, etc. J'ai constaté depuis un certain temps qu'il y a des gens qui essayent de parler sur la traite orientale, mais vraiment sans comprendre. Alors, je vais apporter des réponses pour au moins ma participation à la réhabilitation de l'histoire africaine. Il existe un grand nombre d'afro-descendants qui ne savent pas exactement c'était quoi la traite orientale. Parce qu'on aime dire que oui, ces pays ont été profondément bouleversés par le contact qu'ils ont eu du XVIe siècle au XIXe siècle avec les sociétés occidentales, c'est-à-dire la traite négrière, la colonisation. Ce contact s'est traduit par la spoliation des ressources humaines, minières, agricoles, etc. D'où la désolation et le retard considérable des économies du Sud. Ça, c'est la face visible des horreurs des étrangers sur le continent africain. Mais il existe une autre face beaucoup plus complexe et beaucoup plus féroce et terrible. C'est ce que nous allons vous présenter dans cette série de vidéos. Vous allez voir ici que le malheur de l'Afrique a débuté avec les invasions arabes à partir du 7e siècle. Mais avant cela, expliquons d'abord les termes pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. D'abord, c'était quoi l'esclavage et c'était quoi la traite? Et comment distinguer la traite et l'esclavage? D'abord, la traite implique le commerce d'êtres humains, c'est-à-dire capturer, acheter ou vendre des individus pour les assujettir s'ils étaient libres ou changer de propriétaire s'ils étaient déjà esclaves. L'esclavage, quant à lui, représente la condition d'une personne privée de son autonomie, appartenant à une autre personne soumise à la volonté de son propriétaire. Bref, la traite consiste dans la production, le transport et la vente des esclaves, tandis que l'esclavage correspond à leur utilisation. Dans cette série, je vous présenterai beaucoup de références, des témoignages. Nous allons faire ici des parallélismes, mais aussi de la littérature comparée. Nous allons beaucoup démontrer, nous allons beaucoup justifier.
Mais j'ai décidé de limiter les commentaires, c'est-à-dire les explications. Parfois, je vais citer et passer directement à autre chose pour deux raisons. Non seulement pour que les vidéos ne soient pas trop longues, mais aussi pour que vous puissiez commenter, donner votre avis vous-même et tirer vos propres conclusions. Et je suis convaincu qu'en regardant attentivement les vidéos, vous allez remarquer, voire même détecter ce que moi-même, je ne prêtais pas attention. Et dans ce cas, je serais ravi que vous partagez avec moi vos avis et vos commentaires dans les commentaires de vidéos. Donc, dans ce cas, je vais expliquer certaines choses, mais je vais aussi ignorer certaines choses que peut-être vous-même, vous allez le partager avec moi dans les commentaires. Comme je l'ai dit, j'ai déjà terminé apparemment toutes les vidéos et je ne voulais pas prendre le risque de vous annoncer ou promettre des vidéos sur cette question sans être en mesure de les terminer. Donc, les vidéos tournent autour de 9 si je ne découpe pas encore parce qu'il y a des vidéos très longues et même finalement j'ai décidé de découper certaines vidéos. Et comme la chaîne, c'est une nouvelle chaîne, je ferai en mesure que les vidéos soient téléchargeables et vous allez les visionner à tout moment. Pour cette vidéo, c'est l'introduction. Et donc, je vais poser ici les bases et les fondements de notre série, c'est-à-dire de notre discussion. Et c'est à partir de la vidéo suivante qu'on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, voyons un peu qu'est-ce que les articles ont dit dans cette traite transsaharienne. Par exemple, cet article publié dans le Figaro qui dit la traite arabo-musulmane est volontairement occultée dans les mémoires de l'esclavage. Il avance un peu plus loin. Ici, il dit depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage. L'occasion de revenir sur l'importance de la traite arabo-musulmane dans l'histoire est sciemment dissimulée, explique Marie-Claude Barger-Mossiman. Or, si la traite occidentale a duré 3 siècles, la traite arabo-musulmane, elle, s'est étendue sur 13 siècles. Dès les débuts de l'islam au 7e siècle, elle s'est répandue dans tout le Maghreb, d'où partaient des caravanes qui traversaient le Sahara pour ramener des esclaves noirs de la côte subsaharienne. Tombouctou fut une plaque tournante de cette traite qui déclina au plus fond de la traite occidentale, avant de reprendre de plus belle après les abolitions en Europe. Avec l'excitation de l'Empire ottoman en Afrique du Nord, traite et esclavage restèrent florissants et des villes comme Alger, Tunis ou Tripoli offrant de grands marchés d'esclaves, alimentés par des raids terrestres et également maritimes, puisque partaient les pirates barbaresques pour rasier des esclaves chrétiens sur les rives nord de la Méditerranée. La traite arabo-musulmane a concerné pratiquement tout le territoire africain au nord du Zambèze, se divisant en plusieurs volets, transsaharien, saharien, nilotique et le moins connu, la traite zanzibarite, qui saigna à blanc toute la région des lacs à partir de Zanzibar. Il dit un peu plus en bas, le bilan que l'on peut tirer de tous ces témoignages, ici très résumé, c'est la progression inexorable des traitants arabo-musulmans à l'intérieur de l'Afrique de l'Est à partir de 1850, avec en corollaire le dépeuplement des régions parcourues. Il illustre bien le constat de Petro-Gurumi au XIXe siècle, alors que la traite atlantique disparaissait progressivement, les traites orientales prirent une ampleur considérable, drainant entre 4,5 et 6,2 millions de personnes hors de l'Afrique noire continentale. Pour répondre à la demande croissante
Les territoires arabes, swahili ou africains islamisés non seulement ouvraient des routes vers l'intérieur, mais de plus, ils créaient des stations fixes ou temporaires à l'intérieur du pays pour y entreposer et y accumuler un maximum de prises avant de les ramener vers la côte. Ce scénario eut pour résultat la mise à sac de régions entières jusqu'au Grand Lac d'abord, puis bien au-delà, le fleuve Congo, constituant une grande voie de pénétration. Donc, l'autre journal, Hérodote, Hérodote.net, l'esclavage traite des êtres humains, l'esclavage en Afrique, des origines au XXe siècle. Il dit sur la traite arabe à l'origine de la malédiction africaine. Dès les premiers temps de l'islam, des caravaniers arabes puisèrent de nombreux esclaves au Soudan, d'après une expression arabe qui désigne le pays des Noirs, en vue de les castrer et de les revendre au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Des chefs noirs se mirent à leur service, ils lancèrent des guerres contre leurs voisins et revendirent les prisonniers aux marchands musulmans. Il s'ensuivit un trafic de 5 000 à 10 000 esclaves par an en direction des pays musulmans. Dans cet article, l'esclavage en terre d'islam, 7e, 16e siècle. Il dit un peu plus en bas. Il dit l'origine des esclaves. La mise en place de l'esclavage peut s'expliquer historiquement par le grand mouvement de conquête des 7e, 8e siècles. La guerre, en effet, et surtout la victoire, entraîne l'acquisition de très nombreux prisonniers dont l'utilité apparaît rapidement aux vainqueurs. Si certains sont tués, d'autres sont enrôlés dans les armées qui continuent à avancer, tandis que d'autres encore sont envoyés vers l'intérieur pour être employés comme travailleurs ou comme serviteurs. En effet, les conquêtes des premiers musulmans n'ont pas pour but de convertir les populations, elles ressemblent davantage à une expansion naturelle portée par la nouvelle religion qui rend les musulmans sûrs de leur victoire, mais sans viser pour le salut. Elles ont donc pour conséquence d'utiliser une population nombreuse considérée comme païenne pouvant répondre aux besoins militaires, administratifs et économiques du nouvel État en formation. Donc les textes ou bien les articles montrent comment la traite arabo-musulmane a non seulement exploité des millions de personnes en Afrique, mais aussi a laissé des empreintes durables sur les sociétés africaines et la perception des Noirs dans le monde arabe. Toujours dans cet article, les pistes caravanières et le rôle du chameau dans le commerce transsaharien. Il dit un peu plus loin. Il donne ici la définition du commerce transsaharien. Gigantesque barrière entre les hommes, ceux du nord et ceux du sud du continent africain. Le Sahara a donné lieu dès le 9e siècle aux origines du tout premier commerce transsaharien. Le commerce transsaharien caravanier et chamalier a été pratiqué essentiellement entre le 8e et le 16e siècle. Il concernait le commerce à travers le Sahara et les pays méditerranéens et d'Afrique subsaharienne. Le Sahara n'a jamais constitué une barrière entre les parties de l'Afrique situées au sud, au nord. Il continue un peu. Les esclaves étaient des hommes libres d'Afrique subsaharienne qui étaient soit enlevés, soit faits prisonniers au cours de guerres africaines. La charia interdisait de réduire
en esclavage aux musulmans, mais tout infidèle pouvait être considéré comme un esclave potentiel. Ça, c'est une grossière erreur. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de l'expliquer dans la dernière vidéo, ou je ne sais pas, dans avant-dernière vidéo. Les Noirs de l'Empire du Mali, animistes, furent ainsi très nombreux à être rasiés pour être vendus sur les marchés des cités algériennes, marocaines, tunisiennes, égyptiennes, irakiennes et arabes. Les esclaves fuient le fait surtout d'un commerce interne en Afrique noire pourtant. Ça, c'est pas vrai. Et je vais justifier pourquoi j'ai dit que c'est pas vrai. Mais continuons. Nous ne pouvons ignorer l'existence de caravanes d'esclaves en partance pour le Maghreb ou l'Égypte. Donc, dans cette dernière phrase, il a répété des affirmations fréquemment avancées par les négationnistes et certains prétendus experts de la traite négrière et de l'esclavage. D'ailleurs, on trouve même de telles affirmations dans la page de Wikipédia. Comme vous le voyez ici, le terme traite négrière, traite des nègres ou traite des noirs désigne le commerce d'esclaves noirs en provenance d'Afrique. Durant près de 13 siècles, phénomène historique à raison des dizaines de millions de victimes déportées. 3 types de traite négrière ont abouti à la déportation de plusieurs millions de personnes. Il dit ici qu'il y avait 3 types de traite. Donc, on va l'écouter pour savoir quels sont les 3 types. Selon des estimations parfois contestées et concernent des périodes de longueur très différentes. Donc, il a dit la première, la traite orientale, dont la traite arabe était la composante principale. 18 millions de déportés sur 13 siècles. La traite intra-africaine, c'est là qui pose problème. En Afrique, il n'a jamais existé de traite. Et ça, nous allons le démontrer apparemment dans la première vidéo de notre série. Il dit 14 millions de déportés. Et la traite atlantique ou occidentale, 12 millions de déportés, donc 90% sur 110 ans. Donc, ça, c'est totalement faux. Ceux qui avancent ces idées ont 2 objectifs principaux. D'une part, c'est justifier les crimes de leurs ancêtres parce que c'est les Occidentaux qui le disent. Ce sont les des soi-disant spécialistes de la traite qui affirment que la traite négrière était 3 traites. Il y avait la traite orientale, la traite intra-africaine, la traite atlantique, je ne sais pas. Donc, ces 2 objectifs principaux, c'est justifier d'abord les crimes de leurs ancêtres en affirmant que tout le monde, y compris même les victimes, c'est-à-dire les Africains, étaient responsables de la traite négrière. Et d'autre part, minimiser le nombre de victimes pour alléger la culpabilité associée à leurs propres actes. Parce que quand il dit ici, la traite orientale a fait 17 millions de morts. Et il vient ici la traite intra-africaine, 14 millions de morts, et la traite occidentale, 12 millions de morts. Est-ce que ça c'est possible? Les choses qui ont été faites depuis le début, depuis la traite occidentale, et on vient aujourd'hui pour dire que la traite a fait que 12 millions de morts. Et donc, la traite orientale a fait plus de victimes, et même la traite intra-africaine, entre guillemets. Donc, c'est pour dire que oui, l'Afrique a été saignée, l'Afrique a été réduite en enfer. Oui, mais nous avons participé peu. Les Arabes ont participé plus, et même les Africains ont participé à leur propre destruction. Et alors, nous aussi, voici ce que nous avons fait. Donc, ça, c'est tout sauf l'histoire. Parfois même, il y a des
des gens qui tombent sur ces pièges. Ce discours trompeur séduit parfois même certains Africains d'aujourd'hui, jusqu'à même inciter, voire exiger que les chefs africains ou bien les descendants de ces chefs et rois africains présentent leurs excuses. Par exemple, dans le journal La Croix, il dit ici: les Africains ont eu leur part dans la traite des Noirs. C'est une première en Afrique noire, du jamais entendu. Au Nigeria, pays le plus peuplé du continent noir, avec plus de 140 millions d'habitants, un collectif de plusieurs dizaines d'organisations de défense des droits de l'homme, le Congrès des droits civiques, CRC, a demandé aux chefs traditionnels africains nigérians de s'excuser pour le rôle que leurs ancêtres ont joué dans la traite des esclaves. Nous ne pouvons pas continuer à accuser les hommes blancs alors que les Africains, en particulier les chefs traditionnels, ne sont pas irréprochables, dit-il dans un courriel. Et donc, les organisations, les ONG qui exigent même que les descendants de ces chefs traditionnels s'excusent, et donc ils présentent leurs excuses pour quand même pour que, en fait, ce que ces chefs traditionnels ont participé à la traite ou bien à la déportation de leurs semblables. Donc, vous voyez le piège qui est un anthropologue et un économiste, est un Sénégalais et a travaillé pour l'INSEE. Donc, dans son ouvrage intitulé Le génocide voilé, enquête historique, il a expliqué quelque chose de très important à la page 37. Il dit: certes, nombre d'historiens occidentaux ont tenté de démontrer qu'il existait une cruelle et inhumaine traite négrière interne en Afrique, au sens de ce qu'ont pratiqué les arabo-musulmans et les Européens dans le Nouveau Monde. Il semble oublier qu'une vraie traite est un commerce, horrible sans doute, mais un commerce avec des règles. Celle-ci suppose des rabatteurs, des fournisseurs, des acheteurs, des relais, des circuits d'approvisionnement capables de satisfaire une importante demande de captifs en assurant aussi leur transport. Si cela n'existe pas, on ne peut pas dire une traite. Vous voyez? Autrement dit, une véritable logistique adaptée aux lois de l'offre et de la demande. Joseph Kopo, qui était un abolitionniste, un caqueur, dans son ouvrage intitulé Un continent perdu, il a expliqué que la traite et l'esclavage avaient été initiés par même les Arabes et les Anglais, et il a expliqué d'où on les acheminait. À la page 20, il dit: depuis cette époque, c'est-à-dire depuis la traite négrière, de grands changements sont survenus. La traite a presque cessé dans l'Atlantique. Donc ici, quand il explique ici, il explique ici dans le contexte où il écrivait l'ouvrage, parce que l'ouvrage a été publié en 1875. Il continue: mais le trafic, qui aujourd'hui s'effectue surtout par l'Est et par les routes terrestres, s'est immensément accru. Les contrées qui profitent le plus de la traite des nègres sont la Turquie, l'Égypte, la Perse, Tunis, le Maroc et Madagascar. Sur elle pèse aujourd'hui la principale responsabilité de l'État de l'Afrique. Les souverains de ces contrées ont condamné presque en toute occasion, vous entendez bien, les souverains de ces contrées ont condamné presque en toute occasion l'esclavage et la traite des esclaves. Ils ont consenti à des traités qui exigeaient la suppression des marchands d'esclaves dans leur domaine.
Ça aussi, nous allons le voir de manière beaucoup plus large dans les vidéos suivantes. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi ces rois n'arrivaient pas à éradiquer le commerce des esclaves? Parce qu'il y avait tout simplement la complicité des puissances étrangères de l'époque. Voici sa réponse de manière subtile. Il dit, on répondra d'abord que les puissances européennes, engagées solennellement à mettre à ses habits un terme définitif, se sont trop désintéressées de la question depuis 30 ans et que la traite n'a à profiter pour se développer tout tranquillement. Donc, vous voyez bien, toujours Tidjane Ndiaye, dans son ouvrage, il dit à la page 93, aussi la traite arabo-musulmane n'existait dans la mer des Indes, dans la mer Rouge et en Égypte que grâce à la complicité passive et hypocrite des Britanniques qui n'ont pas réellement mis fin à l'occupation arabe d'une partie du continent noir, pourtant sous leurs autorités. Nous allons aussi voir cet article intitulé La traite négrière arabo-musulmane. Il dit cette traite est du fait des arabo-musulmans et a commencé au 7e siècle, plus précisément en l'an 652 au Darfour, pour se terminer officiellement au 20e siècle, soit 13 siècles, durant alors que la traite européenne transatlantique a duré du 17e au 18e siècle. Ainsi donc, les esclavagistes arabo-musulmans ont été les seuls à pratiquer cette traite du 7e au 16e siècle. Vous voyez bien, ils étaient les seuls. Donc, cela dit qu'il n'existait pas la traite en Afrique, soit 10 000 ans durant. Entre le 7e et le 20e siècle, les chercheurs estiment à 28 millions de nombre d'Africains déportés par les arabo-musulmans en Afrique du Nord. Et donc, là-bas, il avait dit 17 000. Et alors, ici, il a dit 28 000. Alors, on ne peut pas estimer le nombre exact de ces victimes, mais quand même, à peu près, on peut comprendre avec la sociologie des événements que cela a fait au moins des cinquantaines de millions de morts. En Europe, dans le Proche-Orient, en Inde et en Chine. Il avance un peu plus loin. Il est que la traite transatlantique. Les Arabes ont ravagé l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains, de l'infanticide et de la castration systématisée pour qu'ils ne fassent chouche dans le monde arabo-musulman. Il continue, cette déportation des Africains en terre arabo-musulmane était une véritable entreprise programmée d'extinction ethnique par castration massive, puisque la presque totalité des déportés africains n'ont pas assuré de descendance du fait de cette castration. Donc, c'est ça qu'on appelle un génocide en fait, épuration ethnique. Donc, avant l'arrivée des Arabes, une organisation aussi mercantile et machiavélique que celle qui a marqué la traite négrière n'existait pas en Afrique. À cette époque, le continent ne produisait que des captifs pour des usages internes. Et nous examinerons cela dans la première partie juste. Contrairement à ce qui se passait en Méditerranée durant l'Antiquité, l'Afrique noire ne connaissait pas l'esclavage comme système d'exploitation économique et sociale. Son commerce extérieur était principalement limité à l'échange d'or contre des bijoux, des étoffes, des armes, du sel, etc. La vente de captifs de guerre pratiquée par le Ghana, entre guillemets, et quelques petits royaumes locaux restait très marginale. Donc, dans l'administration de ces sociétés, l'exploitation de captifs ne constitue en aucun cas
une source principale de revenus pour les États africains. L'arrivée des Arabes a marqué le début d'une exploitation systématique des Africains, tandis que les Européens, à partir du XVIe siècle, ont intensifié cette exploitation avec la traite transatlantique, dépassant même les aurores précédentes. Nous explorerons ces aspects plus en détail, mais il est crucial de comprendre que la guerre ou bien les guerres à grande échelle en Afrique ont véritablement commencé avec l'arrivée des Arabes, puis se sont intensifiées avec l'incursion des Européens. Bruno de Pomme-Gorge, qui a publié un ouvrage sur une description de la négricie, publié en 1789, il dit à la page 213, il dit « S'il se vend dans toute la côte d'Afrique 40 à 45 000 esclaves par an qui proviennent partie des prisonniers faits à la guerre, partie de pillage, il faut calculer que les chefs de toutes ces nations pour le procurer, c'est-à-dire les nations européennes, pour le procurer les 45 000 captifs dont il s'agit, en sont tués en nombre infini. Les plus âgés sont toujours égorgés. Les autres malheureux ne se rendent qu'après s'être bien descendus. Vous voyez bien? Thomas Boxon explique cela aussi encore dans son ouvrage intitulé De la traite des esclaves en Afrique. Il dit à la page 92-93 pour justifier que les traites ou bien la traite arabe, c'était la guerre, c'était des razzias, des violences. Il donne ici un témoignage d'un commissaire. Il dit les commissaires à Sierra Leone, dans une dépêche du 10 avril 1825, en parlant de l'accroissement considérable que prenait depuis peu la traite. Le nombre de la côte située entre cette colonie et les Galinas disent que les demandes d'esclaves, toujours croissantes dans ces parages, sont la cause de la guerre d'extermination qui avait lieu depuis 18 mois dans le Charbonneau entre les Casus, nations puissantes de l'intérieur. Donc vous avez bien entendu la guerre d'extermination. Donc, quand la guerre existe en Afrique, c'est parce qu'il y a l'esclavage. Et donc, comme l'esclavage est synonyme à la guerre, pourquoi on ne voyait pas ces guerres en Afrique avant l'arrivée des Arabes, suivis des Européens? Donc, de dire que des Arabes ont trouvé l'esclavage, la traite ici en Afrique, ça, c'est la pire contre-vérité. Quand on dit que les Européens ont venu esclavagiser les Afriques parce que les Afriques pratiquaient déjà l'esclavage, ça, c'est la pire contre-vérité. Il continue. Les fils et les boulons de Cherbourg qui habitent près de la mer et sont complètement sous l'influence des chefs qui font le trafic d'esclaves et des facteurs établis dans le voisinage. On représente les Kassou comme ayant porté le feu, le pillage et le meurtre dans tous les villages où ils passèrent. La plupart des femmes et des enfants furent vendus sur le champ avec les prisonniers aux marchands qui se trouvaient là ou tout près à les acheter. Il remarque dans son journal que la traite a produit les plus funestes effets en Afrique, en y amenant l'anarchie, l'injustice et l'oppression, et en suscitant nation contre nation, homme contre homme, elle a fait de ce pays une vaste scène de désolation. Il continue. Tous ces mots et beaucoup d'autres, c'est l'esclavage qui les a enfantés. Et en retour, les Européens, pour l'avantage desquels la traite a pris un si déplorable accroissement, les Européens qui ont fermé les yeux sur cette atroce
trafic et l'ont encouragé, ont apporté au naturel simple et sans artifice le poison des boissons spirituelles, des guenilles de soie et de méchants colliers de graines de verre. À la page 99-100, il explique aussi. Il dit une lettre particulière en date d'Orionuné, le 26 juin 1836, porte qu'il y avait alors 5 bâtiments négriers dans le Rio Congo, que tout était sous pavillon américain, et que très probablement, avant qu'il se fût écoulé 2 mois, les naturels de cette rivière seraient en guerre les uns contre les autres, comme il y était quelques mois auparavant, et tout cela par le fait de ces négriers instigateurs de toutes les querelles et de toutes les guerres dont cette côte était le théâtre. Donc, tout cela explique que la traite négrière est synonyme de la guerre. Tant que la guerre n'existe pas, la traite ne peut pas exister. Et alors que, avant les Arabes et les Européens, cette guerre, ou bien ces guerres, ces querelles qu'ils nomment ici, n'existaient pas en Afrique. Donc, on peut conclure que, avant l'arrivée des Arabes, il n'existait pas de traite négrière sur le continent. En temps de guerre, l'asservissement des prisonniers était considéré comme quelque chose de logique. La guerre a été la cause majeure de l'esclavage. Presque tous ceux qui ont été réduits en esclavage l'ont été par la violence, à l'occasion d'une guerre, d'un enlèvement ou d'une razzia d'esclaves, qui était un prolongement de la guerre en fait. Donc au départ, on ne pouvait pas parler de traite. C'était des butins de guerre.